Alors, comme le disait Will, c'est un grand plaisir de discuter avec vous, jeunes étudiants qui, dans vos concentrations, vous aurez à rencontrer des femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Alors, pour nous, c'est important d'avoir cette discussion avec vous et de vous entendre surtout. Alors, la Fédération des maisons d'hébergement regroupe 36 maisons à travers la province. Elle a pour mission, bien sûr, d'accueillir des femmes et leurs enfants victimes de violences conjugales, mais pas seulement. Nous accueillons des femmes victimes de violences familiales, d'exploitation, d'agressions sexuelles, de traite, de mariage forcé, de grossesse forcée, et des femmes aussi, parce qu'elles ont vécu de la violence, se sont retrouvées en situation d'itinérance. Nos maisons sont pleines. On a des taux d'occupation de plus de 100%. La dernière année, on a refusé 15 000 demandes d'hébergement par manque de place. Je voudrais aussi vous rappeler qu'au Québec, il y a 12 femmes par année qui sont tuées des mains de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Et au Canada, c'est une femme à tous les 2 jours et demi qui meurt des mains de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Et là, on ne parle pas des enfants aussi qui sont victimes de félicide, d'infanticide. Alors, c'est une question qui est extrêmement grave et on doit tous se sentir impliqués et de par vos études aussi, vous allez être à l'avant-plan. En principe, on a des étudiants en technique policière, en sociologie, en intervention. Alors, vous allez être confrontés professionnellement et personnellement aussi malheureusement à ce genre de problématique-là. Alors, c'est pour ça que pour nous, c'est extrêmement important d'avoir une discussion avec vous. Alors, en introduction, nous aurons un mot du sénateur Pierre Dalphond, qui ne pouvait pas être présent ici, mais pour qui aussi c'était une activité très importante. Alors, il nous a fait une petite capsule vidéo pour vous parler. Alors, on l'écoute. Alors bonjour, je ne peux malheureusement être avec vous aujourd'hui au Cégep Maisonneuve pour participer à cette importante discussion sur la violence, notamment la violence à l'égard des femmes. Comme parlementaire, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, en fait m'interpelle. On a adopté des amendements au Code criminel pour reconnaître la violence entre partenaires intimes. On a modifié la loi sur le divorce pour s'attaquer à la violence familiale. Tout cela est important, le travail législatif est commencé, mais il ne peut porter fruit qu'en autant que la réalité sociale est connue par tous ceux qui interviennent, y compris les policiers, travailleurs sociaux, juges, avocats. La réalité, c'est que l'an passé, 100 000 personnes ont rapporté à la police avoir été victimes de violences. Là-dessus, 80% étaient des femmes. La violence, c'est une réalité qui est genrée, malheureusement. Je suis content d'avoir aujourd'hui un groupe d'hommes qui s'intéressent à la question. Et je suis sûr que tout le monde ensemble, avocats, policiers, travailleurs sociaux, femmes, hommes, nous pouvons faire avancer et améliorer la situation. Bonne réflexion. Alors, pour lui, c'est important, c'est une cause aussi, parce que monsieur le sénateur a déjà été aussi juge à la Cour d'appel et à la Cour supérieure. Alors, c'est des situations qu'il a vues tout au long de sa vie professionnelle et c'est vraiment un de ses chevals de bataille de contrer les violences faites aux femmes. Alors, aussi, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir parmi nous Madame Louise Cordeau, qui est la présidente du Conseil du statut de la femme, qui va vous adresser quelques mots. C'est toujours un grand plaisir
d'être honoré de sa présence. Merci beaucoup, Manon. Je veux, en début, féliciter l'initiative de la Fédération des maisons d'hébergement. Vous savez, on est dans le cadre des 12 jours sans violence. On pense savoir, on pense connaître. Manon vient de nous donner des chiffres qui sont foudroyants. Mais ces 12 jours sans violence, je pense qu'ils nous doivent nous permettre de prendre le pas de recul. Le pas de recul pour se demander chacune et chacun d'entre nous comment on est interpellé. Manon l'a évoqué il y a quelques minutes, par vos choix professionnels. Vous avez choisi, chacune et chacun d'entre vous, de travailler avec l'humain. Et au cours de votre carrière, vous aurez, et je ne vous apprends rien, à voir leur vulnérabilité, à voir leur détresse, à voir la perte de sens de leur vie. Je suis avocate, j'ai pratiqué le droit de la famille pendant plus de 10 ans. Et j'ai été très souvent face à ce qui me semblait l'impossible. Et la façon d'aider l'autre, j'ai pas de recette, je suis pas la spécialiste, mais c'est d'avoir beaucoup d'ouverture, beaucoup d'écoute. Et vous êtes chacune et chacun d'entre vous des agents de changement par la passion que vous démontrez, par votre engagement professionnel. On a tous et tous une responsabilité, mais vous avez la coche de plus, je pense, de la responsabilité, parce que, comme vient de dire Manon, vous allez être souvent les premiers ou les premières intervenants dans plusieurs des dossiers. De par mon expertise, il n'y en a pas un qui est semblable. Il n'y a pas de recette. La seule recette qui puisse exister et qui est imposée à notre société, c'est de briser le silence. De briser le silence et de rompre la complicité. Et ça s'adresse à vous autres comme professionnels, mais ça s'adresse à chacune et chacun d'entre nous comme personnes engagées dans une société. Alors, vous aurez compris par ce bref message que vous êtes très important dans notre société. Nous avons besoin de chacune et chacun d'entre vous et merci pour votre engagement. Bonne rencontre. Donc, merci beaucoup. Je pense que c'est absolument important, puis j'ai oublié de le faire en début, de souligner le travail incroyable des personnes, des femmes derrière la Fédération des maisons d'hébergement au Québec. Je pense qu'elles font un travail phénoménal et dont ce travail d'organiser cet événement-là aujourd'hui pour avoir cette discussion-là fort essentielle et nécessaire pour l'ensemble de la société. Donc, vous êtes à la base, les personnes essentielles pour faire cette transformation-là. Donc, on pourrait donner une belle main d'applaudissement à la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes pour leur travail incroyable. Maintenant, on va commencer avec le premier panel et je vais vous donner les informations sur chacun des panélistes, mais vous pouvez trouver les informations sur ces personnes dans vos pochettes. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, on va bien sûr y aller avec Madame Manon Monastès, bien sûr, qui est la directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît. Le lieutenant-détective Dominique Monchamp, qui est superviseur d'enquête portant sur l'exploitation sexuelle et la traite de personnes et enquêteur spécialisé en exploitation sexuelle et traite de personnes. Je pense que ça fait 20 ans qu'il est particulièrement dans ces dossiers-là, donc on peut l'applaudir. Et maintenant, c'est deux de nos personnes préférées ici, qu'on aime toujours avoir parce qu'ils ont vraiment une opinion très aiguisée sur la question et qui font des recherches approfondies et qui ont des connaissances approfondies. Donc, on commence avec Simon Lapierre, qui est chercheur et professeur titulaire à l'École de service social à l'Université d'Ottawa et un des membres fondateurs du collectif de recherche féministe anti-violence. On peut l'applaudir aussi.
Et maintenant, Patrick Ladouceur, qui est chercheur étudiant au sein du collectif de recherche féministe anti-violence et étudiant au doctorat en service social de l'Université d'Ottawa. Donc, avant de débuter cette thématique-là, qui va être bien sûr, qui va couvrir plusieurs sujets, donc on va commencer avec différentes thématiques. On va commencer avec une capsule vidéo. On a plusieurs capsules vidéo, il devrait en avoir 4 autres, et on va dérouler cette première capsule vidéo, puis après ça, on va commencer la conversation avec les panélistes. Je m'appelle Ariane, j'ai 29 ans. Au début, notre relation me faisait rêver et je me sentais parfaite. Puis elle a commencé à me dénigrer, je le croyais. J'ai trop souvent porté du maquillage pour masquer la relation malsaine dans laquelle je vivais. Pour paraître correct alors qu'au fond de moi, j'étais anéanti. J'avais tellement honte de subir tous ces coups. On m'avait fortement conseillé de chercher de l'aide et j'avais refusé. Croyant qu'il ne recommencerait pas, je continuais à protéger l'homme que je croyais fait pour moi. Puis il m'a mise à la rue, alors que ma mère était malade et que je restais à son chevet, un peu trop à son cou. Malgré tout, je revenais. Je me disais que c'était de ma faute et que je devais mieux agir. J'ai accepté tous ces mensonges alors que j'aurais dû partir. Partir au premier signe. Partir au lieu de rester et attendre que viennent les coups. Aujourd'hui, après plusieurs mois en maison d'hébergement, je me sens épanoui. J'ai pu enfin recoller les morceaux brisés. Je vaux tellement plus que ce que j'ai vécu. J'ai fini de porter un masque. Enfin, je me regarde dans le miroir et je souris au visage que je vois. Chaque année, près de 3000 femmes et 1500 enfants sont hébergés par les maisons membres de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Parce qu'on a tous un rôle à jouer contre les violences faites aux femmes. Ensemble, agissons. À main levée, est présentement en intervention en délinquance. OK. Ça va être plate pour les autres. Donc, on voit qu'il fait partie de la salle. En sociologie maintenant, à main levée. Donc, personne dans le département de sociologie. Société et justice. Non plus. Technique policière. Merci. Donc, bravo pour les gens qui sont en technique policière. Donc, on sait à qui on s'adresse, les gens en intervention délinquance. Merci d'être présents ici aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la première question qui est quand même assez simple, mais on va la garder plus large. Simon, si je te pose la question, la violence faite aux femmes, on parle de quoi exactement? Bien, en fait, les violences faites aux femmes, on parle d'un problème qui a différentes manifestations. Fait que je pense qu'il faut d'abord faire attention quand on regarde ce qui est véhiculé dans les médias, sur Internet, si on fait une recherche, par exemple, sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. Souvent, ce qui saute aux yeux, c'est la violence physique. Mais il faut faire attention parce que oui, la violence physique, ça fait partie, c'est une des manifestations importantes des violences faites aux femmes, mais il y a plein d'autres manifestations. Il y a la violence sexuelle, on y a fait un peu allusion tantôt, mais ce qui est important en fait de comprendre, c'est quand on parle des violences des hommes à l'endroit des femmes, parce que dans la majorité des cas, c'est des violences qui sont exercées par des hommes à l'endroit des femmes. Ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, ce sont des stratégies qui sont utilisées par des hommes pour exercer un pouvoir et pour contrôler les femmes, que ce soit leur conjointe ou leur ex-conjointe ou leur partenaire intime ou leur ex-partenaire intime ou dans d'autres contextes aussi. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est toutes sortes de manifestations qui visent à contrôler l'autre, à exercer son pouvoir sur l'autre. Et souvent, on pense que c'est la pauvreté qui cause les violences conjugales. Je déteste entendre ce discours-là parce que c'est en fait l'opposé. Puis pourquoi c'est l'opposé? J'aimerais ça comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait prendre la parole en lien avec ça. Manon, peut-être? C'est que la violence qui est faite aux femmes, il faut se rappeler la définition de l'ONU de 1993. C'était une déclaration pour l'élimination des violences faites aux femmes qui a été signée par plus d'une centaine de pays, dont le Canada, et qui positionne bien la violence faite aux femmes dans les rapports de pouvoir et de domination des hommes sur les femmes qui s'inscrivent dans toutes les sociétés
et historiquement dans toutes les sociétés. On pense que cette question comme ici au Québec, de l'égalité des hommes et des femmes, elle est atteinte. Oui, peut-être qu'il y a des documents, c'est une égalité de droit, mais on le voit dans la réalité de tous les jours, l'égalité de fait, elle est absolument pas atteinte. Quand on dit qu'au Québec, c'est une douzaine de femmes qui sont tuées par leur conjoint, leur ex-conjoint, c'est plus d'une trentaine de tentatives de meurtre. Et ça, vous avez ces statistiques-là. Elles sont compilées par le ministère de la Sécurité publique qui, une fois par année, produit les infractions commises en contexte de violence conjugale ou en agression sexuelle. Et c'est plus que 17 000 infractions avérées. Là, on parle de 17 000, c'est beaucoup. C'est plus pour pour vous, jeunes étudiants, c'est plus que 30% là, des infractions contre les crimes contre la personne chez les policiers. Donc, c'est la réalité au quotidien. Et là, je parle juste en violence conjugale. Là, on parle de séquestration, de traite, et ça touche toutes les couches de la société. En maison d'hébergement, oui, on a des femmes qui ont peu de revenus parce que souvent, elles ont été victimes de violences économiques de la part de leurs conjoints. En 2019, là, on voit des femmes qui arrivent chez nous, qui ont 25 cents, là, qui n'ont même pas de quoi appeler, qui arrivent dans un taxi, puis c'est nous qui payons le taxi. Alors, et puis ça, c'est pas des anecdotes, là, c'est le quotidien du travail qu'on fait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre société? Et ça touche vraiment toutes les couches de la société. On a déjà hébergé une professeure d'université et son mari la dénigrait tellement que tous les soirs, il l'enfermait dans une cage à chiens et lui urinait dessus. Et ça, c'est une histoire terrible, mais ce sont des histoires comme ça qu'on entend des femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre société, dans nos rapports entre les hommes et les femmes? Et malheureusement, on voit aussi beaucoup de jeunes femmes qui sont victimes de violences. Alors, il faut vraiment se questionner sur quel genre de rapport on veut entre les hommes et les femmes. Donc, peu importe la classe, on n'est pas épargné pour être possiblement une victime justement de cette situation-là. Tu voulais poursuivre là-dessus? Oui, bien en fait, je suis évidemment totalement d'accord avec Manon. Ce qu'on sait, c'est que la violence conjugale, violence faite aux femmes, est présente dans tous les groupes et dans toutes les communautés, contrairement à ce qu'on peut croire parfois. C'est pas seulement dans des quartiers défavorisés, c'est pas propre à certaines communautés culturelles. La violence, elle est malheureusement partout, dans tous les groupes, dans toutes les communautés. Mais en même temps, quand on travaille, je suis formé en travail social, c'est la même chose quand on parle d'intervention dans différents contextes. Quand on travaille au niveau de la protection de la jeunesse, quand on travaille dans des organismes communautaires, on travaille beaucoup auprès de familles qui vivent dans des conditions de précarité. Et quand on travaille avec des femmes et des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale, c'est important de tenir compte des conditions dans lesquelles elles vivent. Et que si une femme victime de violence vit dans un contexte de pauvreté, bien, ça va être plus difficile pour elle de se trouver un bon avocat, ça va être plus difficile pour elle de se trouver un nouveau logement, elle n'aurait peut-être pas accès à un moyen de transport, si elle est en milieu rural, elle peut peut-être même pas se déplacer. Donc, c'est aussi important de tenir compte de ces conditions de vie-là, si on veut les soutenir, et de leur donner, oui, du soutien, les écouter, on va y revenir tantôt, j'imagine, mais aussi penser comment financièrement on peut les soutenir, parce que c'est un des éléments importants pour se sortir d'une situation de violence conjugale. Puis justement, Simon, tu y touches un peu au sujet où est-ce que je voulais me diriger, puis peut-être, Patrick, tu pourrais nous éclairer là-dessus. En fait, les violences qui sont faites envers ou à l'égard des femmes, ça a des conséquences lourdes, même chez les gens qui sont leurs enfants, les gens qui sont alentours, les amis, et ainsi de suite. C'est quoi ces conséquences-là? Est-ce qu'on pourrait avoir une petite idée de qu'est-ce que...
Oui, bien, en fait, je pense que, d'abord, bonjour tout le monde, je pense qu'il y a des impacts vraiment directs, en fait, chez les enfants. Puis, souvent, on va parler d'enfants qui sont exposés à la violence. Donc, qui ont vu, par exemple, papa frapper maman, qui ont vu papa qui a crié après maman. Mais ces enfants-là, en fait, sont victimes. Puis, c'est quelque chose d'assez traumatisant, en fait, de voir cette violence-là qui est vécue de la part des enfants. Moi, je suis un enfant qui est survivant de violence conjugale de la part de mon père, tant à l'égard de ma mère, mais par rapport à moi aussi. Puis je pense que dans ces situations-là, oui, j'ai vu des choses, mais ça m'a impacté directement. Puis lorsqu'on parle aux enfants de manière générale, on a des cas à pu finir où lorsque le papa il frappe la mère, ben c'est sûr qu'il va frapper aussi les enfants, que ce soit physique ou que ce soit aussi verbal. Alors, c'est à prendre en compte aussi des impacts aussi indirects sur le développement de l'enfant, mais aussi sur ses capacités, puis aussi sur comment il va se sentir par la suite. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus trop psychologiser les enfants. C'est des êtres très forts qui vivent quelque chose puis qui sont aussi beaucoup, dans la majorité des cas, très résilients. Mais il faut aussi reconnaître les impacts que ça peut avoir. Merci. Puis, je vais y aller avec Dominique Monchamp. Vous avez travaillé 25 ans dans la police. Je suis sûr que les mœurs ont évolué. Auparavant, on a beaucoup d'histoires de relations entre la police qui avaient des approches différentes. Je vais juste l'utiliser comme ça. Quant à l'intervention lorsque une femme portait plainte pour des violences contre elle. J'aimerais savoir c'est quoi l'évolution qu'il y a eu entre toutes ces années-là que vous avez eues depuis le début de vos pratiques jusqu'à aujourd'hui avec ce que vous faites aujourd'hui. Puis peut-être même savoir qu'est-ce qui peut être fait de manière différente encore aujourd'hui ou est-ce que vous pouvez encore améliorer certaines pratiques parce que je pense que ça serait intéressant pour tous les élèves qui sont présentement en technique policière. Oui, certainement. Je voudrais commencer en vous remerciant de m'avoir invité. Je suis particulièrement touché d'être ici aujourd'hui avec vous, puisqu'il y a presque 30 ans aujourd'hui, j'étais assis à votre place en technique policière, ici au Cégep Maisonneuve. Donc, sous-estimez pas ce genre d'événement-là et l'impact que ça peut avoir justement sur vos carrières futures, puis sur ce que vous allez devenir. Et avant de répondre à votre question, Will, je voudrais renchérir un peu ce qui a été dit au niveau des enfants, au niveau des classes sociales par rapport à la violence, pour ajouter un peu ce qui est plus insidieux, c'est-à-dire que la violence au niveau, dans notre société, n'est pas toujours visible. Et c'est ce qui est un petit peu plus insidieux et qui est tout aussi dommageable dans ce qui impacte notre société et influence nos choix et la vision qu'on a face à cette violence-là. Et moi, je suis confronté à ça souvent en matière d'exploitation sexuelle parce que c'est ce qui vient un peu teinter, comme dans les vidéos qu'on a vues, qui vient alimenter la honte et l'impression qu'on fait ces choix-là et qu'on est les responsables de cette violence-la. Alors, il y a certains... Dans la culture, notamment dans certaines cultures de musique où il y a de la haine qui est propagée ou vraiment des discours haineux auxquels on est, ou dans des films ou dans plusieurs volets culturels notamment, qui font en sorte qu'on est exposé à cette violence-là envers les femmes quotidiennement et qui viennent teinter un petit peu notre perception ou éteindre notre sensibilité face à cette violence-là. Et ça, faut être prudent face à ça. Et c'est un élément dans mon quotidien aujourd'hui qui fait en sorte qu'on voit que ça a une influence directe sur la victimisation là, des victimes d'exploitation sexuelle. Pour en revenir à ta question, effectivement, ça a changé beaucoup depuis 25 ans. Où moi je suis rentré dans la police et les criminels, c'était les prostituées, les jeunes femmes, les jeunes filles, même les enfants qui se prostituaient, c'était vraiment eux qui étaient ciblés par nos interventions. Moi je suis rentré dans la police, je voulais arrêter des bandits, je voulais sauver le monde. Et lorsque je suis arrivé il y a 20 ans, ça s'appelait la moralité. C'est un escouade de la moralité, c'est déjà un peu un nom qui aujourd'hui fait moins de sens. Je ne trouvais pas que je faisais mon travail, puis je n'étais pas à l'aise avec ça. Et puis rapidement, on a changé nos façons de faire pour se diriger vers
en cherchant un peu plus qui étaient les gens derrière ça, qui étaient ceux qui cherchaient à exploiter ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, ces enfants-là sexuellement. Graduellement, on s'est dirigé un peu plus vers le crime organisé, les gangs de rue et les gens qui profitent de ça. Et aussi sur les gens, dans le fond, qui achètent ces services-là. Parce que s'il n'y a personne qui achète ces services-là, il n'y en aura pas d'exploitation sexuelle. Et quand on parle, je parlais un peu tantôt d'un phénomène invisible qu'on ne voit plus, c'en est un. C'est que le client, c'est comme s'il avait été oublié de l'équation et c'en est une violence. En 2020, le fait de payer pour acheter quelqu'un, ça devient insensé. C'est quelque chose que dans l'évolution de nos mœurs, dans l'évolution de notre mentalité, ne devrait plus exister. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait rebondir là-dessus? J'aurais peut-être une question, en fait, puis je la lance à tout le monde, bien sûr. Il y a quand même une femme sur 3 qui va être victime d'agression sexuelle, et c'est des statistiques qui sont dans les documents, si vous regardez. Une femme sur 4 au Québec qui va subir de la violence conjugale. On ne voit pas ce nombre de personnes-là dans nos tribunaux. Qu'est-ce qui explique ça? Et ça serait quoi les alternatives, surtout si on prend en lien avec ce qui s'est beaucoup passé dans les derniers mouvements, on pense à MeToo et ainsi de suite. C'est quoi les alternatives par rapport à ces enjeux-là? C'est quoi les recours que les personnes peuvent avoir sur ce qui se passe présentement? Parce que c'est quand même un nombre incroyable de personnes qui vont être touchées par ces enjeux-là au Québec particulièrement. Je pourrais peut-être commencer, en fait, puis je laisserai mes collègues aussi ajouter. J'ai une formation en droit, puis j'ai travaillé aussi au Palais de justice à Ottawa. Et je vous dirais qu'un grand enjeu, une grande barrière que vivent les femmes qu'on voyait, c'était surtout en ce qui a trait à la première étape du processus d'abord, qui est avec l'intervention policière, le sentiment d'être cru, le sentiment d'être aussi valorisé, puis aussi de ne pas aussi être responsabilisé pour la violence qu'elle a vécue ou l'agression sexuelle qu'elle a eue. Et donc là, il y a déjà du travail qui doit être fait. Maintenant, quand on arrive dans le processus juridique comme tel, donc quand on arrive en cours criminel, si on arrive à cette étape-là, c'est sûr et certain qu'il y a encore une fois des barrières. Il faut prouver hors de tout doute raisonnable que ça s'est passé. Puis le système de justice, je vais te dire clairement, là, il ne fonctionne pas à ce niveau-là pour les femmes victimes de violences et pour les enfants aussi victimes de violences parce que c'est presque impossible, en fait, d'avoir justice. Puis il y en a même, en fait, il y a une recherche qui a été sortie tout récemment d'une de mes collègues, Michel Frenette et ses collègues, en fait, qui était aussi un partenaire avec la Fédération, qui a démontré, en fait, que même les femmes qui ont réussi à avoir une peine de culpabilité lorsqu'ils ont passé par le système de justice ne le referaient pas. Puis je pense que c'est quand même assez frappant. Et j'aimerais avoir une solution magique, peut-être que mes collègues en ont, mais je pense qu'il y a vraiment un travail qui doit être fait. Je n'ai pas la solution, mais en ce qui a trait à ce que le système croit davantage et soit vraiment au service des femmes survivantes ou victimes de violences. C'est sûr que pour certaines femmes, c'est important, je pense que quand on travaille sur la question des violences faites aux femmes, c'est important de respecter le rythme et le choix des femmes. Et pour un certain nombre de femmes qui ont été victimes de violences, elles vont faire le choix de ne pas porter plainte et il faut respecter ce choix-là et ça peut être correct que ce soit leur choix. Ce qui n'est pas correct, c'est que quand on regarde la question de la violence sexuelle, il y a moins de 5% des femmes victimes de violences sexuelles qui portent plainte. Il y a moins de, autour du quart, il y a à peu près le quart des femmes victimes de violences conjugales qui portent plainte. Et là, il y a quelque chose qui je pense, fondamentalement, ne fonctionne pas quand on voit que c'est la très grande majorité des femmes qui ne portent pas plainte. Et quand on interroge les femmes, souvent, elles ne portent pas plainte parce qu'elles ne font pas confiance aux policiers, au système de justice. On pourrait dire la même chose au niveau, par exemple, de la protection de la jeunesse. Les femmes, en général, victimes de violences, ne font pas confiance aux institutions et au système pour les soutenir et les protéger. Et là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je pense que, oui, on peut penser en termes d'alternatives, mais il faut d'abord penser en termes de qu'est-ce qu'on peut faire pour régler, pour fixer ce problème-là, qui fera peut-être pas que 100% des femmes vont porter plainte, mais que, de manière générale, les femmes vont avoir plus confiance. Et le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'on entend parfois des politiciens ou des personnes à l'intérieur de ces institutions-là qui disent « mais il faut informer les femmes, il faut changer la perception que les femmes ont du système ». Et il n'est pas là, en fait, le problème, parce qu'effectivement, quand on parle à des femmes qui sont passées à travers le système, souvent leur expérience n'est pas très positive. Donc, si on veut changer leur perception, ce qu'il
faut d'abord faire, c'est changer les pratiques au sein du système. Il faut que les intervenants qui interviennent auprès de ces femmes-là soient mieux formés, mieux informés, qu'ils soient plus sensibles à la réalité de ces femmes-là. Et souvent, quand on interroge les femmes, c'est souvent au niveau de l'attitude, en fait, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les femmes ne se sentent pas crues, ne se sentent pas écoutées, ne se sentent pas respectées. Et ça coûte pas cher. Il s'agit d'être sensibilisé, d'être formé et de changer notre attitude. Et déjà, ce serait un gros pas, je pense, dans la bonne direction. Et ça amènerait éventuellement des changements au niveau de comment les femmes perçoivent le système. Mais c'est le système qu'il faut changer, ce n'est pas d'abord les perceptions. Et, vas-y. Oui, je veux absolument réagir à ça, puisque c'est les premiers intervenants là, qui sont cités, c'est les policiers. Et puis, j'ai été confronté moi-même à ces situations-là. En matière de traite de personnes, le chiffre noir est encore plus grand que tout ce que vous avez énuméré, c'est-à-dire en matière de violence conjugale, en matière d'agression sexuelle. Lorsque j'ai commencé, le chiffre noir est encore plus grand. C'était impensable, en fait, qu'une victime de traite de personnes ou de proxénétisme fasse appel aux policiers pour les raisons qu'on a mentionnées au début, c'est-à-dire qu'elles étaient elles-mêmes considérées comme des suspects qui étaient arrêtés. Alors, de changer justement cette perception-là ou d'installer une confiance a pris plusieurs années. Et ça a pris énormément d'ouverture, mais aussi des modifications, effectivement, dans nos interventions. Mais il a fallu s'allier. Ce n'est pas une responsabilité simple. Et la première chose que nous, on a fait, c'est de les écouter. C'est-à-dire de demander pourquoi, c'est quoi qui était nocif dans nos interventions, notamment. Et ce n'est pas le fun, ce qu'on a entendu, évidemment. On a modifié, ça a pris plusieurs années en faisant de la formation sur l'intervention, mais surtout avec ce que vous venez de mentionner sur le savoir-être. C'est pas tant au niveau professionnel, mais sur le savoir-être. Et pour atteindre ces objectifs-là, faire changer les gens, c'est pas nécessairement des cours théoriques et très, très techniques. C'est vraiment d'aller chercher les émotions, de faire comprendre l'impact qu'ont leurs gestes sur ces individus-là. Je suis convaincu qu'ici, dans la salle, il n'y a personne qui est en technique d'intervention de délinquance, en technique policière, pour nuire à la clientèle qui dessert. Les policiers, c'est la même chose. Mais pourtant, dans nos interventions, on le fait. Par incompréhension de l'impact qu'on peut avoir sur ces individus-là. Et c'est le problème, nous, qu'on avait sur la rue, cette incompréhension-là. Et on a réussi à le faire en s'alliant justement avec des chercheurs, des psychologues, mais aussi avec les victimes. On a débuté un programme il y a 10 ans, on le fait cette année, qui s'appelle Les Survivantes, qui sont des victimes pour lesquelles on a enquêté à travers nos dossiers et qui viennent, lors de formation avec les policiers, expliquer les relations qu'ils ont avec les policiers et qui ont fait en sorte qu'ils ont repoussé le fait qu'ils ont porté plainte ou qui ont fait en sorte qu'elles n'ont pas collaboré au système. Et c'est extrêmement efficace. J'ai plusieurs policiers, suite à ces séances-là, qui viennent me voir et qui disent regretter leur intervention, réaliser les interventions qu'elles ont faites et qui étaient inadéquates. Alors, des fois, ce n'est pas une mauvaise intention, mais c'est vraiment, tout est dans la formation, la compréhension. Et nous, on l'a fait en exploitation sexuelle et maintenant, il y a 20 ans, on n'avait aucune plainte. Maintenant, on ne suffit plus à la tâche des plaintes qu'on reçoit. Et il n'y a pas que nous, le travail qu'on fait, mais la société aussi. Il y a plusieurs documentaires. On ne parlait pas d'exploitation sexuelle il y a 20 ans, pas juste au niveau policier, au niveau de la société au complet. Ce n'était pas un terme qu'on utilisait, mais aujourd'hui, c'est un terme qu'on utilise. Et tout ça facilite le fait que les victimes vont collaborer plus au système judiciaire, vont avoir plus confiance, vont se sentir plus en confiance de porter plainte. Alors, je crois que c'est une responsabilité qui est commune. Pour aller un peu dans le même sens, moi que ça fait 30 ans que je suis dans ce domaine des violences faites aux femmes ici au Canada et aussi à l'international, avoir beaucoup travaillé avec les policiers, Interpol et plusieurs services de police, ça fait toute la différence. Un policier qui arrive
où il y a une situation de violence conjugale, familiale, et qui vraiment écoute la victime, là, qui commence pas à évaluer la situation, mais qui écoute vraiment la victime, ça fait toute la différence. Il ne faut pas oublier que la personne victime que vous avez devant vous, elle est en stress post-traumatique, elle est en choc, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, elle est dans un état vraiment psychologiquement, elle est très affectée. Il ne faut pas oublier que ce soit en traite, en exploitation sexuelle, la première chose que les agresseurs vont faire, c'est qu'ils vont détruire psychologiquement les victimes. Alors, vous avez devant vous une personne qui croit que c'est de sa faute, qui croit qu'elle s'en sortira jamais, qui est vraiment dans l'estime de soi, là, à moins 250. Alors, juste le fait de l'écouter, puis de la croire, ça fait toute la différence. Moi, j'ai vu, puis même quand il n'y a pas beaucoup au niveau de la preuve, il n'y a pas beaucoup de choses, puis en violence conjugale, c'est souvent la parole du conjoint contre la conjointe, parce que ça se passe souvent en vase clos. Moi, j'ai vu des sergents détectives, des policiers monter une preuve, là, vraiment aller chercher des informations le plus possible, puis ça fait toute la différence quand le dossier a été déposé au procureur, là, où est-ce que le procureur, avec toutes les informations, le dossier était super bien monté. Ça fait toute la différence là, au niveau de l'acceptation là, par le procureur de la cause. Puis vous avez des outils, les policiers, là, vous avez un guide de pratique policière qui vous dit comment intervenir en violence conjugale. Puis vous avez même un aide-mémoire à la fin de votre guide où est-ce que c'est une page de questions que vous posez à la victime, une page de questions qui concernent l'agresseur, et tous les policiers qui utilisent ce guide-là, cette aide-mémoire-là qui est pourtant dans votre guide, donc c'est des outils que vous êtes supposés utiliser, nous disent à quel point ça les aide aussi à monter leur dossier. Puis cette aide-mémoire-là, hein, c'est 2 pages, là, c'est des questions très précises. Ça fait en sorte aussi que vous êtes capable, on sait les policiers, c'est pas des travailleurs sociaux, mais ça vous donne des outils pour être capable de savoir si c'est vraiment un contexte où c'est de la violence conjugale ou c'est juste un conflit. Puis ça fait toute la différence dans votre intervention, parce que c'est évident que monsieur va dire, oui, madame me gifler, elle me lancer un couteau et tout ça, mais lui, ça fait, il a failli l'étrangler, ça fait 10 fois qu'il essaie de l'étrangler et tout ça, puis à un moment donné, tu sais, il ne faut pas voir non plus les femmes comme des victimes passives. Elles vont se défendre de plusieurs façons. Et ça, il faut que vous l'ayez en tête aussi, là. La victime passive, tout ça, ce ne sont pas les victimes qu'on rencontre. Alors, il y a tous ces stéréotypes-là aussi de qu'est-ce qui est une bonne victime. Il faut que vous soyez très alerte parce que ça va jouer dans votre évaluation de la situation également. Merci énormément. Tu touches un peu à la prochaine question, mais avant qu'on aille à la prochaine question, on va regarder une capsule sur l'histoire de Catherine. Donc, on vous revient par la suite parce qu'on va parler un peu plus de comment on collabore, comment on travaille ensemble, puis vous êtes déjà en train de toucher ce sujet-là. Donc, on regarde la prochaine capsule. Je m'appelle Catherine, j'ai 40 ans. Il y a 10 ans, j'ai été foudroyée par la maladie mentale, m'amenant à vivre sans domicile fixe. Trop en santé pour être à l'hôpital, pas assez pour garder un appartement. Pendant 5 ans, je varie entre un lit pour la nuit ou une chambre temporaire pendant 1 mois. Le reste du temps, je fais ma ronde de lait, toilette publique, CLSC, magasin pour me réchauffer l'hiver, magasin pour me rafraîchir l'été. Sans compter l'exaspération d'une journée typique, pas de douche le matin, pas d'argent pour manger ce que je veux. Les remarques acerbes des gens, va travailler. Le dégoût de porter des bottes toute la journée avec les pieds trempés. La honte de se réfugier à la bibliothèque puis de se faire mettre dehors parce que j'ai enlevé mes chaussures. L'impuissance, l'abnégation et la peur faisaient partie de ma vie.
Désormais, j'ai la chance de vivre en logement social. Je peux enfin habiter sous un toit sécuritaire et ressourçant avec le soutien d'une intervenante humanisante. Je ressens un grand sentiment de fierté et d'accomplissement. Mes 10 années sans domicile fixe et l'errance dans les rues sont enfin terminées. À la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, 50% des femmes soutenues composent avec des enjeux de santé mentale. Parce qu'on a tous un rôle à jouer contre les violences faites aux femmes, ensemble, agissons. Donc, c'était une capsule avec Judith Lucier, que je salue une fois de plus, une autre amie, donc une autre alliée. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a tout ce beau monde-là qui sont rassemblés ensemble. Donc, en parlant de rassemblement, comment qu'on se concerte quand on prend tous les enjeux qui sont en place, autant qu'on parle de suspects, de coupables, de victimes, d'intervenants, intervenantes, d'organismes, de maisons d'hébergement, de police, de politiciens, politiciennes. C'est quoi une action concertée qui pourrait fonctionner contre les violences faites aux femmes? Ou c'est quoi les actions qui pourraient fonctionner? Ou que vous faites déjà? Donc, vous pouvez parler d'histoires de succès personnel ou des histoires que vous envisagez aussi qu'on devrait mettre en place. En fait, si je peux commencer, le premier pas, c'est de connaître son réseau, de savoir leurs possibilités, leur domaine, leur expertise, de connaître notre propre, entre guillemets, notre propre carré de sable, nos propres forces, nos propres faiblesses comme organisation, comme service. Manon a dit, les policiers, on n'est pas des intervenants sociaux, et c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut être associé à des intervenants sociaux. On n'est pas des psychologues. Alors, on doit avoir dans notre réseau des psychologues, des psychiatres. On doit être en mesure de les connaître. Les spécialistes en jeunesse, on doit être associé avec eux. Alors, c'est ce tissu social-là, ce tissu professionnel-là, multidisciplinaire, qui fait en sorte qu'on va être en mesure de donner le meilleur service et le plus adapté à ces victimes-là. Dans l'extrait qu'on vient de jouer, il y a des enjeux de santé mentale. On a parlé aussi de capacité ou de résultats au niveau du système judiciaire. Mais parfois, comme policier, on est confronté à l'évidence que la victime à laquelle on fait face est trop, le dommage psychologique est trop grand avec les obligations légales qu'on a pour amener un dossier à la cour. C'est malheureusement la réalité à laquelle on fait face. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire pour les policiers. Ça veut dire qu'on doit être associé, avoir les ressources et les partenaires, on doit les référer, on doit les utiliser ou s'en servir ou collaborer plutôt avec eux de la meilleure façon qui soit. Et en sachant ça, c'est dans ces situations-là que les victimes ne tombent pas en deux chaises, n'ont pas l'impression d'être abandonnées ou perdent confiance justement au système en entier parce qu'il n'y a rien qui se passe avec les dossiers. Au contraire, même si le suspect n'est pas arrêté, on a la capacité de leur expliquer pourquoi on ne peut pas le faire, quelles sont nos obligations et dans quelles circonstances on ne peut pas le faire présentement. Et nous, on le vit là, malheureusement, heureusement, de façon quotidienne. Et il y a des situations où le système judiciaire n'est pas la solution, mais toutefois, grâce à nos partenaires, ces victimes-là, ces personnes-là ont le secours et l'aide qu'ils ont besoin. Bien, je pense qu'effectivement, de travailler ensemble, ça fait partie de la solution. Puis, je pense que c'est important qu'on travaille toutes et tous ensemble pour être sûr qu'on travaille tous dans la même direction. Puis, quand on travaille sur la question des violences faites aux femmes et de la violence conjugale, parmi les choses qui sont importantes, c'est qu'on devrait toutes et tous travailler d'une part à assurer la sécurité des victimes, les femmes et les enfants, et on devrait toutes et tous aussi travailler pour responsabiliser les agresseurs. Et ce qu'on a d'extraordinaire au Québec, c'est qu'on a une politique en matière de violence conjugale que tous les ministères concernés ont signé. Donc, que toutes les personnes qui interviennent dans les différents ministères, éducation, santé, services sociaux, justice, famille, devraient connaître cette politique-là. Et ce que cette politique-là fait, c'est qu'elle nous donne une définition qui est claire de la violence conjugale. Donc, déjà, si on avait toutes et tous la même définition, ça nous aiderait à aller dans la même direction. Et cette politique d'intervention-là en matière de violence conjugale nous donne aussi 9 principes directeurs qui devraient guider
toutes nos interventions. Alors, si déjà on s'entendait comme intervenants ou futurs intervenants de dire on va prendre connaissance de la définition, on va l'adopter dans nos pratiques et on va s'assurer que toutes nos interventions respectent ces 9 principes-là, bien déjà, on pourrait s'assurer qu'on envoie toutes le même message et qu'on travaille toutes dans la même direction. Puis je pense qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est vrai qu'on a chacun nos expertises, chacun nos forces, mais quand on parle au Québec de violence conjugale, l'expertise, elle se trouve dans les maisons d'hébergement pour femmes. Et ces maisons d'hébergement-là, maintenant on en a parlé, offrent des services directs aux femmes et aux enfants, mais sont aussi toujours là pour donner de l'information, pour soutenir les différents professionnels. Donc, il ne faut jamais... Et les personnes qui ont... Quand on a une femme ou des enfants dans notre entourage, dans notre famille, on peut toujours faire appel aux maisons d'hébergement et c'est vraiment là que se trouve l'expertise au Québec. Et il faut la reconnaître et il ne faut pas hésiter, je pense, à y faire appel. Justement, Simon, tu touches à ce sujet-là. Et Manon, j'aimerais que tu rebondisses là-dessus. C'est quoi les actions concertées que vous faites dans les maisons d'hébergement, justement, quand vient le temps d'aborder les violences faites aux femmes? Bien, écoutez, merci à Simon de parler de la fameuse politique et je vous enjoins tous à aller la lire et ça va vous donner exactement, il y a la définition, il y a des objectifs d'intervention et il y a les 9 principes directeurs et dont une des conditions de réussite, c'est la concertation. Et la concertation, il y a certains lieux de concertation en violence conjugale, en agression sexuelle, qui sont des tables de concertation régionales, locales, et où est-ce que, de façon multidisciplinaire, il y a des intervenants qui représentent la protection de la jeunesse, bien sûr les maisons d'hébergement, les policiers sont assis autour de ces tables-là, il y a souvent des procureurs, des gens qui travaillent aussi dans des centres de réadaptation, alors c'est vraiment, et les centres jeunesse et tout ça, alors ce sont vraiment des tables de concertation où on fait des projets, on discute de comment justement mieux arrimer les interventions, parce que c'est des interventions qui sont effectivement très complexes, comment mieux arrimer les interventions et comment mieux mettre en place des plans d'action. Il y a toujours un plan d'action sur 5 ans aussi au Québec. Mettre en place des actions mieux concertées. Et on voit la différence. Ici, à Montréal, dans chaque poste de quartier, il y a une personne ressource pour les policiers qui est vraiment attitrée à l'intervention en violence conjugale et c'est votre référent. Quand vous n'êtes pas sûr ou quoi que ce soit, c'est la personne qui est référente. Et c'est aussi la personne pivot qui travaille aussi en lien avec les maisons d'hébergement. Quand il y a une situation qui se présente, si de notre côté, si c'est difficile avec les policiers, on fait référence à cette personne pivot-là. Puis de l'autre côté aussi, quand les policiers trouvent que, en tout cas, ils essaient, ils ont des difficultés aussi, ben ils nous en parlent. Et on voit toute la différence aussi. Les maisons d'hébergement, on est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand vous faites une intervention en violence conjugale, les policiers, bien sûr, vous êtes là les premiers sur la ligne. Vous pouvez aussi appeler dans une maison d'hébergement, là, dans votre secteur. Il y a une intervenante qui va vous répondre. Si c'est difficile au niveau de l'intervention avec la famille, avec la femme victime, ben on est là. Vous pouvez nous appeler 24 heures sur 24. Puis, on va aussi prendre le relais, même au téléphone, de parler avec la victime pour vous soutenir dans votre intervention. Et ça fait toute la différence, on le voit. Et quand vous allez, dans votre travail, vous avez des questions, vous appelez. Dans une maison d'hébergement, vous avez sur notre site Internet la liste des maisons par région. Appelez-nous. On est là pour donner, vous conseiller, vous soutenir dans vos interventions. C'est une situation qui est extrêmement complexe, comme on mentionne, toute la question de la santé mentale, de la consommation.
Et ça, vous allez le voir, des femmes... moi, il y a 15 ans, en maison d'hébergement, on ne voyait pas ça. Une femme arrivée avec une panoplie de médicaments. Entre vous et moi, il y a eu un problème au niveau du dépistage de la violence et de ses impacts sur les femmes. Alors souvent, on va dire que elles consomment, oui, elles consomment, mais c'est souvent, c'est pas nécessairement des drogues dures, là. Elles consomment des médicaments parce qu'elles sont surmédicamentées, parce qu'on n'a pas vu les impacts et souvent on n'a pas diagnostiqué, on n'a pas dépisté le fait qu'elles étaient victimes de violences, donc de violences conjugales. Alors, il faut être très alerte et souvent aussi, ça va être une stratégie de survie. Des jeunes femmes qui sont en situation d'itinérance et d'autres femmes vont consommer comme des speeds pour rester éveillées, pour ne pas se faire agresser dans la rue. Alors, il faut tenir compte de leur contexte de violence conjugale et c'est pour cette raison, comme Dominique le dit, il faut travailler en étroite collaboration de façon multidisciplinaire pour assurer un filet de sécurité pour ces femmes et ces enfants. Merci pour la réponse. Juste pour vous rappeler aussi, on va avoir une période de questions bientôt, donc préparez vos questions, parce qu'on va avoir une période où est-ce que vous allez pouvoir poser des questions par rapport à ce qu'on vient de discuter. Et on parle d'actions concertées, fort nécessaires pour les personnes qui subissent ces violences-là. Est-ce qu'on doit avoir des actions concertées aussi pour les agresseurs? Comment ça fonctionne? Parce qu'il y a des agresseurs qui vont passer à travers le système, mais il y en a énormément qui ne vont pas passer aussi à travers le système. Donc, c'est quoi les actions qui peuvent être faites de manière concertée en lien avec ça? On parle beaucoup de sensibilisation et de suite, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites. C'est un événement qui sert justement à ça, mais je serais curieux de savoir c'est quoi que vous avez en tête en lien avec ça. Bien, je pense que comme je le nommais tantôt, je pense que ce qui est essentiel quand on pense aux agresseurs, c'est qu'il faut travailler la responsabilisation. Je pense que ça devrait être vraiment ça, la piste d'intervention auprès des agresseurs, c'est qu'il faut les responsabiliser pour qu'éventuellement ils puissent s'engager dans une démarche de changement et là, les orienter vers des ressources qui peuvent amener un changement au niveau de leur comportement. Mais ça passe nécessairement par la responsabilisation d'abord et la reconnaissance que pour eux, il y a un problème et qu'ils doivent changer. Ça passe par là. Et oui, c'est important de travailler ensemble dans le sens où si on veut les responsabiliser, il faut que tous les acteurs, que tous les intervenants, les systèmes qui travaillent avec ces hommes-là leur envoient le message qu'il y a un problème et que c'est eux qui sont responsables et qui doivent changer. Et ça ne fonctionne pas si, par exemple, les policiers interviennent, qu'il y a des procédures au niveau du système de justice pénale ou au criminel et que là, tout d'un coup, la DPJ intervient et dit « Ah ben monsieur, on voit que vous êtes quand même un bon père, on va vous donner des contacts non supervisés avec les enfants. » Ça ne marche pas. Si on reconnaît au criminel qu'il y a des comportements violents, qu'il doit avoir des procédures, on doit aussi le reconnaître au niveau de la protection de la jeunesse et on doit le responsabiliser dans ce sens-là, puis on doit assurer la sécurité des victimes. Mais quand on ne le responsabilise pas, ça fait aussi que ces hommes-là, s'ils se présentent au niveau du tribunal puis que le juge ne reconnaît pas les comportements violents, s'ils se présentent au niveau de la DPJ puis que la DPJ ne reconnaît pas les comportements puis donne des contacts, ça fait en fait que ces hommes-là, je le disais au début, la violence conjugale, c'est des stratégies pour prendre le contrôle, pour exercer son pouvoir. Bien, quand ça se produit, ces choses-là, bien, ça leur donne encore plus de pouvoir parce qu'ils ont pris du pouvoir sur leur conjointe, puis en plus, ils ont gagné, le système leur donne aussi du pouvoir en ne mentionnant pas les comportements ou en les responsabilisant pas. Donc, c'est vraiment important si on veut envisager à un moment donné que ces hommes-là peuvent changer, ça passe nécessairement par la responsabilisation. Merci Simon, puis tu touches au prochain sujet un peu aussi en même temps. C'est quoi être un homme allié? Je vais pas aller dans ce sujet-là tout de suite parce qu'on va aller avec la capsule de Théo avant, donc on va faire jouer la capsule de Théo, mais Patrick, tu pourras répondre à ça justement. Je te prépare juste mentalement pour y répondre. Je m'appelle Théo. J'ai 11 ans. Je m'appelle Théo. Mon frère, ma sœur, ma mère et moi avons dû quitter notre pays, notre famille, notre maison, nos amis pour fuir la violence de mon père. Mon père nous frappait avec des fils électriques. Il se foutait de ce que nous allions manger et de comment nous allions nous vêtir. Maintenant, nous sommes ici, mais avec peu d'argent. J'aimerais pouvoir m'inscrire dans l'équipe de basketball de mon école, mais je ne peux pas, faute d'argent. Ma mère est toujours fatiguée. Elle pleure chaque matin.
Mon père lui envoie tout le temps des messages. Il la menace de la tuer et de nous reprendre. Il l'insulte. J'ai peur que mon père nous retrouve et s'en prenne à ma mère et à nous pour l'avoir quittée. Les intervenantes de la maison d'hébergement m'écoutent et m'aident à avoir moins peur. Maintenant, je sais que j'ai plus confiance en moi parce que je ne crois plus aux insultes que me disait mon père. Je ne veux pas que le Canada nous retourne dans notre pays. Ici, je me sens en sécurité. À la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, plus de 90% des enfants soutenus ont subi des violences. Parce qu'on a tous un rôle à jouer contre les violences faites aux femmes. Ensemble, agissons. Ève Landry. Donc, on a amorcé un peu la question. Pourquoi les hommes doivent-ils s'impliquer dans les luttes contre les violences faites aux femmes, selon toi, Patrick? C'est une question très large, en fait, puis je pense pas que je peux répondre en genre 5 minutes ou moins. Non, t'es capable. Hein? Non. Oui, je pense pas. Mais bref, je peux peut-être passer sur une piste, en fait. Puis je pense que qui en premier par lever la main a déjà entendu le mot allié avant? OK, quand même quelques-uns. Donc, être un allié, ça veut dire de se prêter, en fait, ou d'appuyer quelqu'un qui est dans le besoin. Puis d'être capable de, dans le fond, écouter, puis d'être en mesure de mieux aider, si on veut dire, ou mieux appuyer cette personne-là et mieux la soutenir dans les difficultés qu'elle vit en ayant différents outils. Puis il y a plusieurs ressources en ligne, je peux en mentionner quelques-unes, mais aussi être allié, c'est aussi de reconnaître que, bon, la cause pour laquelle que je veux impliquer, ou dans ce cas ici, d'être un allié contre les violences faites aux femmes, bien, ça ne m'appartient pas. Puis là, c'est peut-être un peu bizarre, on parle de violences faites aux femmes, on est 3 gars plus Manon à l'avant qui vous en parle. Puis je pense que déjà là, ça démontre l'importance, évidemment, d'avoir des gars qui sont impliqués. Mais si on veut être un bon allié, je pense que la première chose à reconnaître, c'est que, la lutte ne nous appartient pas nécessairement, donc il faut écouter. Il faut écouter ce que les femmes nous disent, il faut écouter les revendications qu'ils font, puis c'est d'apporter ce message-là. C'est pas de prendre leur place, mais c'est avec cette écoute-là qu'on va être en mesure vraiment de pouvoir les appuyer. Il faut aussi reconnaître le privilège qu'on a. Moi, je suis pas une femme, je sais pas c'est quoi vivre de la violence des femmes parce que je ne suis pas une femme. Et donc, j'ai ce privilège-là d'être un homme puis de pouvoir marcher dans la rue le soir sans craindre d'être agressé ou quoi que ce soit. Mais là, je peux utiliser ce privilège-là que j'ai pour dénoncer, en fait, puis pour mieux appuyer. Puis un exemple parfait, lorsqu'on parle de violence faite aux femmes de manière générale, je pense que comme allié aussi, il faut le reconnaître, les gars, c'est que la violence, ça se situe sur un continuum. C'est pas juste, comme on l'a mentionné, de la violence physique, il y a aussi de la violence verbale, mais il y a aussi d'autres actions où la violence est présente dans notre société. Un exemple parfait, c'est des blagues sexistes. Puis je sais que ça peut être party pooper un peu de quand quelqu'un fait une blague sexiste, de dire ben je veux pas le dénoncer, mais de pas rire, de reconnaître en disant ben un drôle ta joke, mais c'est un peu sexiste ce que tu fais. Puis de déjà là intervenir à ce niveau-là, ça sème une graine en fait, puis on peut prévenir, on l'espère, un comportement qui permettrait par la suite d'être violent. Alors si un élément important à retenir, définitivement l'écoute, définitivement la reconnaissance de nos privilèges. Puis ayez pas peur aussi de demander. Puis là, on parle de violence faite aux femmes, mais ça peut être par rapport au racisme, ça peut être par rapport à l'homophobie. De demander aux gens qui le vivent au quotidien comment est-ce qu'on peut vous appuyer, comment est-ce qu'on peut vous aider, puis comment est-ce qu'on peut faire changer les choses, parce que c'est une responsabilité qui nous touche toutes et tous définitivement. Puis si je peux juste revenir en fait sur le point de l'intervention, parce qu'on a parlé en premier d'intervention, de concertation, donc de travailler ensemble, d'appeler des maisons d'hébergement. Tout à l'heure aussi, la présidente du Conseil du statut de la femme qui est venue parler a dit qu'il n'y a pas de recette magique lorsqu'on vient en intervention, que ce soit auprès des jeunes soi-disant délinquants, que ce soit auprès de femmes victimes de violences, etc. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de recette, mais il y a des ingrédients qui sont bons, puis il y en a qui sont à mettre de côté. Et je pense que les bons ingrédients, c'est définitivement l'écoute, mais c'est de reconnaître que la personne qui est devant nous est experte. Oui, nous, on est allé à l'école, on a nos profs d'expertise, mais cette personne-là est experte de son vécu. Elle en connaît plus que vous, en fait, sur ce qu'elle a besoin, ce qu'elle vit au quotidien. Puis, si on est en mesure de reconnaître ça, on donne un peu de pouvoir à cette personne-là, en fait. Puis, c'est important comme allié, mais en intervention, de reconnaître le pouvoir qu'on a, puis d'essayer de réduire ce pouvoir-là, puis de le redonner. Des ingrédients à mettre de côté, c'est évidemment tout ce qui est des jugements de valeur, tout ce qui est de l'ignorance, mais c'est aussi des préjugés. Puis on a tous et toutes, il n'y a personne ici qui n'a pas de préjugés. Puis c'est de reconnaître ces préjugés-là. Si, par exemple, on se dit, bon, ben cette femme-là, pourquoi qu'elle retourne encore avec son conjoint violent? Ben là, ça, c'est un préjugé qu'on a.
il faut l'adresser, puis il faut dire, OK, j'ai cette idée-là en tête, pourquoi est-ce que je l'ai? Aller questionner, aller rencontrer d'autres personnes qui sont qui en connaissent ou qui sont expertes ou à téléphone, maison d'hébergement, quoi que ce soit, puis essayer de démystifier ces préjugés-là qu'on a pour pouvoir, en fait, mieux intervenir. Puis ça, c'est un outil très pratique, en fait, que si je peux vous le dire, qui va être utile dans chaque étape de votre carrière, mais aussi comme citoyen, comme citoyenne. Alors, j'ai fait un peu un pont, là, j'espère que ça va, mais ouais. D'ailleurs, j'ai une joke, OK? C'est l'histoire... Non, je n'ai pas obligé de faire ça. Manon, j'aurais une question pour toi, en fait. Ça fait plusieurs années que vous organisez des déjeuners pour les hommes, pour qu'on prenne la parole sur ces sujets-là. Aujourd'hui aussi, vous croyez que c'est tout aussi important. Il y a même un manifeste qui seront dans vos pochettes, si vous regardez un manifeste des hommes alliés. Pourquoi, en fait, c'est si important, toutes ces actions-là que vous avez menées pour faire ce travail-là et pour que les hommes discutent de ces sujets-là, et le manifeste aussi. Pourquoi? Bien, parce que les hommes font partie du problème, mais ils font surtout partie de la solution. Et il faut briser ces stéréotypes de domination, de croire que parce que vous êtes un homme et que vous avez des privilèges, que ça vous permet d'exercer un contrôle total, un contrôle sur votre partenaire, sur votre conjointe, sur vos enfants. Alors, c'est extrêmement... Et puis, heureusement, c'est pas la majorité des hommes qui exercent des comportements violents, qui sont attachés aux stéréotypes de l'homme, de l'homme père de famille qui a les droits encore. Oui, en 2019, il y a encore des hommes qui pensent comme ça. Alors, mais il faut les entendre, ces hommes-là. Il faut les entendre, les hommes qui ne sont pas violents, et c'est la majorité. Moi, je dis toujours, quand il y a des homicides de femmes, c'est toujours moi qu'on appelle dans les médias pour expliquer la situation, pour donner des conseils pour les victimes, quoi faire si elles pensent qu'elles sont dans une situation de violence conjugale. Mais où sont les hommes qui ne sont pas violents? On les entend pas. On les entend pas publiquement. Il n'y a pas de mouvement qui dit, nous, en tant qu'hommes, ce n'est pas la société qu'on veut, ce n'est pas les comportements qu'on veut avoir envers les femmes. On a vraiment le grand privilège d'avoir ici Will, d'avoir ici Dominique, Simon, Patrick, et de vous avoir ce matin. Mais ça prend vraiment une discussion entre vous qui êtes jeunes, là, qui avez des relations amoureuses. Tu sais, comment ça se passe dans votre couple, là? Comment ça se passe avec vos interactions avec vos collègues de classe? Est-ce qu'il y a encore des stéréotypes qui sont encore repris, tout ça? On va arriver à des relations égalitaires quand tout le monde va s'y mettre. Puis quand, moi je me souviens très bien, le premier déjeuner qu'on a organisé, on avait un des footballeurs vedettes des Alouettes de Montréal, puis il dit je vais pas vous dire tout ce qui se dit sur les femmes dans les vestiaires, mais il dit, moi, je me fais vraiment un point d'honneur qu'à chaque fois que des blagues sexistes, où est-ce qu'on va dénigrer les femmes ou quoi que ce soit, il dit, moi, en tant qu'homme, je le dis à mes collègues que c'est absolument inacceptable d'avoir des propos comme ça sur les femmes. Puis je leur dis, oubliez pas que vous avez des mères, que vous avez des sœurs. Est-ce que vous aimeriez qu'on parle d'elles de cette façon-là? Alors lui, en tant que joueur de football dans quelque chose qui est plus que ça, c'est masculin que ça, il se fait vraiment un point d'honneur à chaque fois qu'il arrive quelque chose, des propos ou des hommes qui ont des comportements inacceptables envers des femmes. Il dit, moi, c'est important pour moi de le dire. Il me trouve vraiment fatigant,
Mais pour moi, c'est important de le dire. Alors, c'est ça qu'on a besoin d'entendre des hommes qui ne sont pas majoritairement violents. On a besoin d'entendre leur voix. Puis, Dominique, justement, j'allais vous poser la question, vous voulez rebondir là-dessus, vous en pensez quoi, vous? C'est effectivement extrêmement important, puis il n'y a pas beaucoup de garçons dans la salle, mais il ne faut pas que vous sous-estimiez l'impact que vous pouvez avoir justement par cette prise de position-là. Il ne faut pas hésiter à prendre position. Ça prend du courage, mais il faut le faire. Je vais ramener ça encore dans ce que je travaille, mais je vais vous donner l'exemple des gars qui décident d'aller au bar de danseuse, c'est cool. Ben aujourd'hui, est-ce que c'est toujours normal? Il faut se poser la question. On banalise, mais on s'en va payer pour regarder une fille dandiner à poil devant nous, payer pour la toucher. Ben, à un moment donné, comme homme courageux, en 2020, on peut prendre position et on peut dire, écoutez, les gars, moi je pense que c'est juste les losers qui vont faire ça. C'est le genre de choses qu'on faut avoir le courage de dire, puis il faut réagir. Et en l'ensemble de la société aussi, il faut être cohérent. Je vais revenir un peu à ce qui a été dit précédemment, mais par rapport au père qui est arrêté, mais qu'au niveau des centres jeunesse, on va remettre l'enfant. Mais au niveau de la société, si au niveau de l'exploitation sexuelle des femmes, de nos enfants, on décide que c'est inacceptable, il faut être cohérent. Il faut lancer un message commun qu'on considère qu'effectivement, ça, c'est de la violence faite aux femmes. Et de tolérer les endroits d'exploitation dans nos villes et dans nos cités, bien, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Ça lance un message qu'on tolère ça, que c'est acceptable, c'est socialement acceptable. Et là encore, bien, c'est les hommes qui n'ont pas le même, ça n'a pas la même résonance, malheureusement. Ça n'a pas la même résonance si Manon vient dire aux hommes, non, c'est juste les losers qui vont dans ces établissements-là. Ce n'est pas acceptable. Et si moi, je le dis comme homme qui dit, écoutez, moi, je n'ai pas besoin de me rendre dans ces endroits-là, il n'y a rien à gagner. Ce n'est que de la gratification sexuelle et je pense qu'on peut atteindre cette gratification-là ailleurs et autrement que de cette façon-là. Et ça fait partie aussi de l'éducation qu'on donne à nos jeunes hommes, à nos enfants. Et là, je m'adresse aux garçons, mais je m'adresse aux filles. Vous allez avoir des enfants, vous allez avoir des garçons, vous allez avoir des filles. Comment qu'on éduque nos garçons dans le respect des femmes, dans les relations qu'on a? Ça part vraiment de là. Fait que c'est vraiment quelque chose qui, je pense, qui s'inscrit dans une globalité. On pourrait embarquer dans la masculinité toxique. Ça serait un autre long sujet intéressant à avoir. Peut-être vous voulez l'amener parce qu'on va ouvrir la période de questions, mais avant qu'on ouvre la période de questions, je vais juste vous montrer, il y a 2 micros, donc n'hésitez pas à aller au micro pour poser les questions. On va passer à la prochaine et la dernière capsule vidéo, qui est l'histoire de Taïna. Donc, je vous invite à regarder l'écran. Je m'appelle Taïna. J'ai 33 ans et je suis né à... J'ai 33 ans et je suis né à Haïti. Je suis passé par plusieurs pays avant d'arriver au Canada. J'étais enceinte. Je suis passé par le Mexique, puis les États-Unis. J'ai même fait 9 jours de prison là-bas. Le papa du bébé n'était pas avec moi. C'était très difficile. Quand il est finalement venu me rejoindre, il a commencé à me violenter. Il m'insultait, me rabaissait, me frappait. J'allais pas bien. Quand nous sommes arrivés au Canada, je connaissais rien ni personne. Tout était nouveau pour moi. Lui a continué à me violenter, sans cesse. J'avais même pas de téléphone pour appeler la police. Le voisin a entendu les bruits et a appelé lui. Quand la police est arrivée chez nous, je pleurais avec mon fils dans les bras. Lui est allé en prison et moi je suis venu en maison d'hébergement. Avec leur aide, j'ai retrouvé toute mon autonomie et mon courage. Chaque année, près de 5000 femmes et enfants sont soutenus par les services externes des maisons membres de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Parce qu'on a tous un rôle à jouer contre les violences faites aux femmes. Ensemble, agissons.
C'était le comédien-acteur Yannick Ouendoua, pour lequel il a joué un rôle dans la pièce de Freddy Villanueva d'ailleurs, donc je le salue. Donc maintenant, on va ouvrir les questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je pense que je vais aller dans la salle parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui va se lever pour aller au micro. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à se lever pour aller poser des questions? Ah, on a une question en arrière, donc il y a quelqu'un qui va venir. Tout le monde se retourne en même temps pour l'intimider. Mais non, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous approcher vers le micro. S'il y a des gens qui ont des questions aussi, n'hésitez pas à vous diriger déjà vers les micros. Comme ça, on va pouvoir accélérer le processus. Donc, vous pouvez y aller. Oui, je me demandais qu'est-ce que la pornographie fait dans la violence contre les femmes? Quelle est sa conséquence? Donc, quel est le rôle de la pornographie dans la violence faite aux femmes? Merci, c'est très bien posé. C'est juste parce que le son, j'entendais pas trop, mais merci. Ça revient un peu à ce que je disais dans ma première intervention, c'est ce qui est invisible ou qu'on considère comme invisible et qui vient teinter les relations hommes-femmes. Ils ont réinstauré récemment les cours d'éducation sexuelle. Comment, comme jeune, moi-même, donc ça ne date pas d'hier, on vit notre éducation sexuelle, souvent les jeunes hommes, c'est à travers la pornographie. Alors, insidieusement, ça s'inscrit malheureusement dans notre éducation sexuelle et dans notre relation homme-femme, dans nos perceptions de ce que devraient être les relations hommes-femmes, les relations sexuelles. Fait que c'est effectivement un impact majeur. Et c'est un impact majeur aussi sur l'effet que ça a sur, non seulement sur les hommes, mais sur les femmes, de désensibilisation, de normalisation de ces comportements-là, ce qui fait en sorte de faciliter l'entrée ou la victimisation de certaines personnes et qui facilite aussi le travail, nous on le constate, de certains prédateurs ou certains abuseurs. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait renchérir là-dessus, justement, le rôle que vous pouvez voir en lien avec la pornographie? S'il y en a un. Bien, je ne suis pas expert de la pornographie, mais je pourrais juste, en fait... J'aimerais voir une personne qui se dit « Moi, je suis un expert ou une experte en pornographie. » Je ne suis pas sûr qu'on... Soit de vécu, d'expérience ou de recherche, là, mais bref, je pense que ce serait naïf de croire qu'on pourrait lancer le message en disant « Arrêtez de regarder de la pornographie ». Je pense que pour plusieurs personnes, ça ne serait pas le cas. Et je pense que quelque chose d'important de reconnaître, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de violence envers les femmes qui est dans la pornographie comme telle. Et je pense qu'il y a une importance de le reconnaître. Il y a aussi, je pense, une importance de se dire, c'est pas la réalité. Puis je pense que ça, faut vraiment le voir. Ce qu'on voit souvent, en fait presque toujours dans ce qui est de la pornographie, c'est pas la réalité lorsque ça vient à la sexualité. Puis c'est ça. Alors peut-être garder ça en compte aussi dans vos différentes interactions lorsqu'on parle de pornographie. C'est ça, puis l'accessibilité de cette pornographie-là aussi, on voit souvent, veut pas que ça crée une normativité ou une normalité, comme tu dis, et ça fait en sorte qu'on va voir des vidéos parfois de jeunes qui pensent que des agressions, des gangbangs multiples, et ainsi de suite, c'est la norme. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec l'influence et le rôle des nouvelles technologies dans nos vies d'aujourd'hui et les violences que ça crée encore plus. Donc, ça amène d'autres couches sur ces problématiques-là. Et j'imagine que vous devez surveiller, justement, dans le milieu policier, beaucoup plus ce type de situation-là dans vos interventions avec les nouvelles technologies. Comment qu'on intervient dans ces cas-là? C'est une réalité, effectivement, de nos jours. Dans le fond, il y a tous les aspects positifs qu'amène la technologie, mais il y a tout le pan négatif qu'amènent ces technologies. C'est extrêmement facilitant dans nos vies professionnelles, dans nos vies personnelles, l'organisation que ça nous apporte, le divertissement, mais c'est une porte ouverte dans notre intimité, chez nous, pour des gens malveillants. Alors donc, moi, quand j'étais jeune, ma mère me disait, embarque pas dans le véhicule d'un inconnu, prends pas de bonbons d'un inconnu. C'était un classique de ma génération. Aujourd'hui, avec mes plus jeunes, mon plus jeune enfant, c'est pas ça, ça sera pas ça la réalité. Oui, ça va le demeurer, mais c'est fais attention à qui tu réponds. Est-ce que tu connais les gens qui t'abordent sur ces plateformes-là, sur ces appareils-là, chez toi? Et c'est ça la réalité aujourd'hui.
Donc, nous, malheureusement, comme policiers, on est souvent confrontés aux résultats de ça, on est aux conséquences de cette accessibilité-là, puis des gens malveillants qui se servent de ça pour recruter, utiliser, contrôler, exploiter des jeunes femmes, des jeunes hommes. Mais il y a énormément de sensibilisation, d'éducation, et malheureusement, le constat qu'on fait, c'est que ces plateformes-là, la technologie va plus vite que notre capacité d'humain à s'adapter à cette technologie-là, tant comme parents que comme organisation. L'éducation doit être ciblée face à ça. Et je pense que c'est un rôle, encore une fois, de collaboration multidisciplinaire pour faire en sorte que les gens soient sensibilisés, protégés et utiliser les bons côtés de cette technologie-là. Ben, si justement on est dans une société où est-ce qu'on voit à travers ces vidéos-là, souvent c'est des vidéos qui sont beaucoup plus dirigées pour faire accentuer cette masculinité toxique qu'on mentionnait tantôt. On voit aussi que les salaires entre les hommes et les femmes, il y a encore un écart énorme. Ah, on a une question. Merci, j'avais pas vu la question. Je reviendrai où est-ce que je m'en allais. J'étais sur un élan, mais je suis content de te voir, fait que on va aller avec la question. Oui, concernant plus les violences familiales, je pense que la ligne elle est mince entre façon d'éduquer, mettons, un enfant, puis la violence familiale. Tu sais, surtout d'une culture à l'autre, puis je me demande, on la dessine où, cette ligne-là, de ça, c'est de la violence plus familiale, puis ça, c'était une méthode éducative qui était peut-être pas adéquate. Comme, on la trace où, cette ligne-là? La tracer, à savoir, entre les méthodes d'éducation puis la violence familiale, oui, c'est ça? Bien, la violence, c'est le contrôle. C'est un parent qui va exercer un contrôle total sur ses enfants. C'est lui qui décide tout, qui va instaurer, il va tout contrôler. C'est ça la violence, là. C'est pas d'autre chose, là. Comme on dit, c'est vraiment où est-ce qu'il va y avoir un contrôle, un pouvoir de domination. Et ça va au-delà des cultures. C'est absolument pas culturel. C'est quelque chose qui existe à travers le monde. C'est ce rapport de pouvoir, de domination, majoritairement des hommes et des femmes, sur les femmes, qui est la violence. C'est de la violence faite aux femmes, faite aux enfants. Comme je disais, il y a une femme à tous les 2 jours et demi qui est tuée au Canada. Là. Puis là, on parle juste des homicides. Là. Fait que c'est la violence, c'est le contrôle absolu. Ça veut dire, pour un enfant, contrôler tout ce qu'il fait, les amis, l'école. Et souvent, quand il y a de la violence familiale, il y a de la violence conjugale, avant tout. Alors, il faut vraiment que vous soyez très conscients que là, quand on parle de violence envers les femmes, qu'on parle de violence conjugale, de violence familiale, c'est un contrôle, c'est une décision d'un agresseur de prendre le contrôle sur tous les aspects de la vie, puis c'est une privation de liberté. Il y a des femmes qui sont victimes de violence, oui, elles ont le droit d'aller travailler. Monsieur va minuter le parcours au travail, au revient, puis elle a intérêt de rentrer dans le temps, parce que là, ça va être toute une enquête à savoir pourquoi elle arrive 5 minutes plus tard. Ça, c'est tous les jours au quotidien que vous avez l'impression que vous marchez sur des œufs, parce que tout ce que vous faites va être un moyen de vous contrôler. C'est ça, la violence, c'est ça. C'est le pouvoir, c'est la décision d'avoir un contrôle absolu sur une autre personne. De la priver de liberté. Et chez les enfants, ça va être ça, de les forcer à faire des choses, de les forcer et de les empêcher de faire d'autres choses, tout ça, oui. Bonjour. Si vous permettez, juste ça. Ouais. Juste, j'allais abonder en fait dans le même sens que Manon. Effectivement, quand on travaille auprès des familles, il peut y avoir des situations où les méthodes éducatives sont inappropriées ou pas optimales.
Et dans ces cas-là, généralement, on va discuter avec les familles et un peu d'éducation, parce que c'est pas juste une question culturelle, ça peut être pour toutes sortes de raisons, une question de connaissances, de croyances, d'habiletés, mais généralement, avec des stratégies d'éducation, les méthodes éducatives vont changer. Quand on travaille auprès des familles où il y a une dynamique ou un contexte de violence conjugale, bien, d'une part, c'est complètement différent parce que généralement, on ne veut pas parler, on n'a pas intérêt, on ne peut pas parler de ce qui se passe, donc ça se passe dans le secret. Donc, c'est une dynamique qui est vraiment différente. L'accès à la famille, à l'information est beaucoup plus complexe. Mais quand on travaille, on a réalisé, nous, une recherche avec des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale, et ces enfants-là vivent dans un climat de terreur, ils vivent dans un climat de peur, ils n'osent même pas regarder ou parfois parler à leur père. Donc c'est pas du tout la même ampleur qu'une méthode éducative inappropriée. C'est de vivre dans un climat où il y a du contrôle, mais où il y a aussi généralement de la peur et même de la terreur. Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Je vais ajouter vraiment rapidement. C'est extrêmement complexe au niveau légal parce que le pouvoir de correction existe au niveau de la loi puis au niveau de la protection de la jeunesse. Et où tracer la ligne, je vous dirais que ce n'est pas une ligne qui est noire et claire. C'est vraiment du cas par cas. Ce sont des dossiers qui sont réalisés par des enquêteurs spécialisés, souvent avec de jeunes enfants, avec des techniques d'entrevue vraiment très, très spécialisées pour faire en sorte d'avoir vraiment le portrait global. Ce qui fait en sorte que des fois, ce n'est pas juste un geste qui va être pris en considération, mais l'ensemble justement du portrait de la relation qui va faire en sorte qu'on va pouvoir déterminer par la suite si c'est un geste éducatif approprié ou non et qui deviendrait un geste criminel. Merci. Merci pour vos interventions. Merci pour la question, puis merci pour ta patience. Deux choses. Mes étudiants, cette année en prévention, avaient à faire un projet de prévention. J'aimerais juste saluer les équipes qui ont décidé de faire un projet sur les relations toxiques. Merci. Ma question va dans ce sens, c'est comment ça se fait qu'on se retrouve avec de plus en plus de violence chez les couples adolescents? Avec tout ce qu'on sait maintenant. Je suis content d'être animateur. Donc, merci. Si vous voulez et nous, il faut vraiment aller à la base et malheureusement, on vit dans une société où il y a une hypersexualisation des filles. Il y a tout le courant de pornographie dans la musique où est-ce qu'on va beaucoup dévaloriser les femmes qui deviennent vraiment des objets Et malheureusement, c'est ça qui touche les jeunes. De plus en plus jeunes, ils ont accès à toutes ces informations-là qui sont absolument néfastes dans leur façon où est-ce qu'ils vont construire leur identité en tant que garçon et en tant que filles. Alors, on a vraiment un devoir de sensibilisation, que ce soit dans les milieux scolaires, oui, les parents, mais les parents font ce qu'ils peuvent, mais c'est beaucoup dans le communautaire, le collectif, à l'école, où est-ce qu'il faut vraiment déconstruire tous ces stéréotypes-là. Et malheureusement, ça fait en sorte qu'effectivement, on voit beaucoup de violence dans les relations amoureuses chez les jeunes. La majorité des maisons d'hébergement font beaucoup de sensibilisation au niveau secondaire parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller partout et vraiment, ils posent leurs interventions dans une façon positive. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une relation saine dans nos rapports amoureux avec les jeunes. Et heureusement ou malheureusement, à chaque fois qu'ils vont dans le milieu scolaire, il y a toujours des dévoilements, là, des filles qui sont prises dans
des gangs de rue qui sont exploités, qui ont des problèmes avec leur petite amie, qui sont contrôlés, là, puis on voit des contrôles absolus, là. Ils contrôlent leur téléphone, ils contrôlent leurs relations, ils contrôlent l'argent qu'elles ont, avec qui elles vont être et tout ça. Puis ça passe comme quelque chose de tout à fait normal quand ce l'est pas. Alors, à cause justement de tout ce qui se passe dans les films, dans la pornographie qui est de plus en plus hardcore, on s'entend, et puis des stéréotypes qui reviennent encore, beaucoup d'hypersexualisation des jeunes filles, oui. Le temps file rapidement, juste pour donner plus de temps aux gens à répondre si possible. Simon? C'est vrai que présenter comme ça, c'est un peu décourageant de penser qu'on travaille vraiment fort depuis 40 ans puis qu'il n'y a rien qu'à changer. Je pense que quand on regarde les statistiques, c'est pas si clair qu'il y a plus de violence chez les jeunes maintenant qu'il y en avait avant. Ce qui est clair, c'est qu'il y en a encore beaucoup trop, plus, pas nécessairement. Mais je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est que avec tout le travail qui a été fait, non, ça n'a pas réglé le problème, mais il y a quand même des améliorations. Puis une des améliorations, c'est qu'on en parle plus, ce qui peut donner l'impression qu'il y en a plus. On dévoile plus, puis il faut voir depuis 2-3 ans avec le hashtag MeToo, moi aussi, tout ça, il y a eu des vagues de dénonciations sans précédent, et c'est positif. Et une autre chose qu'on voit aussi qui est positive, c'est que on sait que les femmes restent moins longtemps dans une relation violente qu'il y a 30, 40 ou 50 ans. Donc, elles réalisent plus vite qu'elles sont dans une relation de violence et elles vont quitter souvent plus tôt. Donc, il y a quand même, je pense qu'il ne faut pas envoyer le message que tout est négatif. Là, on ne travaille pas pour rien, puis il y a quand même certaines améliorations, même s'il y a beaucoup de travail à faire. Merci pour ces points. Question? Oui, dans le fond, ma question s'adresse principalement à Dominique. On a beaucoup parlé d'exploitation sexuelle, de prostitution, puis je me demandais, au niveau du corps policier, quelle vision on a du travail du sexe comme un emploi qui est légitime, parce que vous avez mentionné les bars de danseuses, on ne cautionne pas ça, mais il faut se rappeler qu'il y a des femmes qui le font par choix, qui ont envie de le faire. Puis il y a comme deux façons de penser à cet effet-là. Il y a des gens qui trouvent que le travail du sexe, ça ne devrait pas être un emploi légitime, puis il y a d'autres gens qui se battent pour légitimiser ça. Donc je voulais savoir au sein du corps policier comment on voit ça, puis qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. En fait, les policiers, on n'est pas... c'est pas à nous à prendre position. On n'est pas représentatif. On ne représente pas la société. On applique les lois qui sont adoptées par notre société. Alors, nous, ce qu'on applique, c'est vraiment les situations d'exploitation, d'abus et tout ça. Et la loi, présentement, c'est que l'achat de services sexuels est devenu illégal dans toutes les circonstances. Donc, c'est pour ça que je mentionne les bars de danseuses, les centres de massage et tous les endroits qui ont pignon sur rue. Tous ces endroits-là qui facilitent l'achat de services sexuels sont maintenant illégaux. Vous allez me dire pourquoi on ne les ferme pas. On ne les ferme pas parce qu'on a so much de ressources et puis il faut prioriser présentement, puis on y va vraiment par gravité. Alors, on ne prend pas position, puis effectivement, il y a une proportion des femmes qui se retrouvent au niveau de la prostitution qui en font le choix et dans certains cas, c'est une nécessité pour survivre et ils ne sont pas exploités. Et dans ces cas-là, le rôle des policiers, c'est de faire en sorte qu'elles puissent le faire en toute sécurité. Et c'est la vision du service de police. Nous sommes là pour assurer leur sécurité parce que la prostitution, ça c'est démontré par les études, c'est un milieu où le taux de mortalité est plus grand que n'importe où ailleurs. Alors nous, on doit travailler et faire en sorte que les femmes qui ont fait le choix de le faire puissent le faire le plus en sécurité possible. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres personnes qui auront d'autres questions. Donc, ou quelqu'un aimerait renchérir sur la dernière question? Ouais, je m'en doutais un peu. Mais au niveau de l'intervention, les femmes qui travaillent dans la prostitution, nous, on n'est pas là pour dire aussi, les maisons d'hébergement, de dire on est pour, on est contre. On est là pour les accompagner. Ça veut dire elles peuvent venir en maison d'hébergement pour se reposer, se refaire une santé. Et puis, mais on est surtout là pour les écouter. Puis si elles prennent la décision qu'elles veulent se sortir d'un réseau de la prostitution, on est là pour les accompagner aussi. On est là pour répondre à leurs besoins.
Et c'est pour ça que je vous disais que, et souvent, elles sont aussi, il faut voir la violence faite aux femmes de façon transversale. Souvent, c'est oui, les femmes, elle est victime de violences conjugales, mais elle est victime de violences conjugales de son proxénète. Ça veut dire qu'elle est à la fois victime de violences conjugales, de traite de personnes, d'exploitation sexuelle, et c'est pour ça, pour nous, que c'est important de vous parler, parce que qu'est-ce qu'on voit? Des situations des femmes qu'on reçoit dans les maisons d'hébergement, c'est qu'elles sont plus victimes d'une forme de violence. On regarde leur parcours, c'est absolument terrifiant. Où est-ce qu'elles vont avoir été victimes de traite, d'exploitation sexuelle, de violences familiales, de violences conjugales. Elles n'arrivent plus avec un problème, elles arrivent avec plusieurs formes de violences qu'elles ont vécues, des femmes qui viennent pour un motif parce qu'elles sont en situation d'itinérance. À plus de 90% d'entre elles, elles ont été victimes d'inceste puis d'agressions sexuelles dans un jeune âge, dans un bas âge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, nous, là, comme intervenants dans notre société, que depuis l'enfance, elles sont victimes de violences et qu'il n'y a personne, il n'y a pas, au niveau institutionnel, il n'y a personne qui a vu ces formes de violence-là. Et elles se retrouvent, oui, en situation d'itinérance parce qu'on n'a jamais vraiment adressé l'impact de ces violences-là dans leur vie. Et moi, je vous mets en garde contre des diagnostics de psychiatrie ou psychologique, style les TPL. Là. Ça, c'est la grande mode. Là. Ah oui, TPL, elle consomme tout ça. Mais nous, les jeunes femmes aussi qu'on voit ça, qui ont un diagnostic TPL, on s'aperçoit qu'elles ont vécu des violences absolument terrifiantes, là, atroces tout au long de leur vie. Puis là, elles arrivent avec un diagnostic TPL, mais c'est parce que ce sont les impacts de la violence qu'elles ont vécue. C'est les symptômes que l'on voit. Donc, merci pour l'intervention, Manon. Il nous reste 2 minutes avant la fin, donc désolé, je ne voulais pas t'intervenir avec ce que tu mentionnais, c'était tellement important. 30 secondes, si possible, chacun, pour conclure là-dessus, avant le mot de conclusion de la part de Manon Monastès. On a des élèves présentement, des étudiants et étudiantes en intervention, en délinquance principalement. On pense que peut-être en sociologie, on ne les voit pas, et société et justice, et en technique policière aussi. C'est quoi que vous aimeriez leur dire en 30 secondes pour conclure, si possible? Merci. Bien, je peux te dire, premièrement, merci à tous et toutes d'être ici. Déjà, d'être ici, c'est un bon point, même si dans le syllabus ou non, c'est quand même important. Je pense que si je peux vous laisser avec une chose, c'est l'importance de l'écoute, de reconnaître l'expertise de la personne avec qui on travaille, puis de mettre de côté nos préjugés. Tout à l'heure, lorsqu'on donnait l'exemple, si jamais on rencontre une travailleuse du sexe qui vient faire une demande d'aide auprès d'une personne, c'est important de l'écouter, de ne pas avoir un préjugé, parce que si on met de l'avant un préjugé ou on n'écoute pas cette personne-là, peut-être que cette personne-là ne va plus jamais demander de l'aide. Peut-être que en fait, ça pourrait poser un grand problème par la suite aussi. Donc, vous avez le privilège de pouvoir travailler avec des gens dans le quotidien, dans peut-être les états les plus difficiles ou la plus grande difficulté qu'ils vont avoir vécu de leur vie jusqu'à présent. Puis je pense que c'est important de les écouter puis de ne pas les juger. Merci, Patrick. Simon? Dans la recherche qu'on a réalisée avec des enfants qui vivaient dans un contexte de violence conjugale, quand on leur a demandé quel message vous voulez qu'on laisse pour vous, qu'on porte pour vous, ce qu'ils nous ont dit, c'est parler aux adultes qui nous côtoient, puis parler particulièrement au personnel, par exemple en milieu scolaire, aux enseignants, aux directions, aux travailleurs sociaux, en milieu scolaire, aux éducateurs, parce que souvent, on ne comprend pas ce qu'on vit, puis à la place de nous soutenir, on nous punit. Et on est puni en ayant un diagnostic de TDAH, en étant puni parce qu'on n'écoute pas puis qu'on ne se concentre pas, mais c'est parce qu'on a peur de ce qui va arriver à notre mère quand on va arriver ce soir. Alors, de bien comprendre la problématique, je pense que c'est important. Puis je dirais que s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est quand on intervient auprès des familles qui vivent dans un contexte de violence conjugale, notre intervention n'est jamais neutre. Notre intervention va être positive si on les croit, si on les écoute. On va peut-être être la première personne à qui ils parlent de ce qu'ils vivent, et ça peut amener un changement.
Par contre, si on intervient mal, si on n'est pas à l'écoute, si on les juge, ben ils nous parleront pas de ce qu'ils vivent, mais ils n'en parlera peut-être pas à aucune autre personne ou à aucun autre adulte autour de lui. Et ça les met encore plus à risque de vivre des blessures ou même d'être tués éventuellement. Alors, l'importance de notre intervention. Merci beaucoup pour l'intervention, Simon. Dominique? Savoir-être. Je veux juste renchérir rapidement. C'est vraiment de ne pas sous-estimer l'impact que vous avez sur les gens que vous croisez au quotidien et de ne pas baisser les bras parce que vous pensez que l'intervention que vous venez de faire, la personne ne réagit pas ou n'accepte pas de votre aide. Parce que si vous avez fait la bonne approche, effectivement, le prochain, vous venez de faciliter la tâche du prochain intervenant. Et c'est peut-être votre intervention, sans le savoir, qui va avoir ouvert la première porte qui va faire en sorte que cette personne-là va faire confiance au prochain intervenant. Donc, chaque geste compte et il faut vraiment agir de façon appropriée. Merci Dominique. Et avant que Manon prenne le mot de la fin, j'aimerais juste vous rappeler que dans vos pochettes, vous avez des informations par rapport à tous ces enjeux-là et aussi qu'un questionnaire va vous être envoyé. Donc, ça serait vraiment apprécié d'y répondre. Il va y avoir des biscuits à l'extérieur aussi. Dans vos réponses, on va utiliser ça pour en faire des vignettes aussi. Donc, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes vont utiliser vos réponses pour en faire des vignettes. Et maintenant, j'aimerais inviter Manon à faire le mot de conclusion. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et de nous avoir écoutés et puis d'avoir posé des questions. Mais moi aussi, je renchéris, c'est beaucoup dans votre savoir-être et dans votre savoir-faire qui va faire une différence. Parce qu'oubliez jamais, quand vous avez des personnes qui ont soi-disant des troubles de consommation, des troubles psychologiques, ça, c'est que le symptôme que vous voyez. Il faut vraiment aller en profondeur, les écouter, puis de voir, souvent, vous leur demandez de raconter leur vie et tout ça, pour pouvoir vraiment avoir la pleine mesure de toutes les victimisations que ces personnes-là ont vécues au-delà des diagnostics, puis au-delà des symptômes que l'on voit. Alors, il faut vraiment faire tout un travail d'investigation pour comprendre l'attitude et comprendre aussi les impacts que la violence a eu sur ces personnes-là et quelles sont les stratégies de survie qu'elles ont développées pour survivre à ces situations-là. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci.